Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous écoutez ce podcast. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Hollywork. Alors, je le rappelle pas assez souvent, alors je voulais commencer par vous dire ce petit truc-là à nouveau maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon podcast et mon cabinet Hollywork. C'est pour Make Each Workday a Holiday. Et oui, mes amis, l'objectif de ce podcast, c'est de vous inspirer pour que vous puissiez vous épanouir grâce à votre travail. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'épanouissement et on va même parler de plus que ça, puisque j'ai le plaisir de recevoir Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonjour, ravi d'être là. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Tu es présentateur et chroniqueur télé, auteur-présentateur de podcasts, présentateur événementiel et corporate et formateur à la prise de parole en public. Ouais, et on a même oublié un truc, c'est que je suis également scénariste pour le cinéma et la télévision. Trop la classe, voilà. Scénariste en plus. Hyper intéressant, on va voir comment tu scénarises ton histoire. Exactement. Alors, on s'est connus sur le plateau de la chaîne School TV il n'y a pas très longtemps. C'était ma première télé. Donc, et t'as été super. Merci. Ouais. Et j'ai eu le plaisir d'intervenir pour parler de la satisfaction des enseignants vis-à-vis de leur travail. Et puis donc, c'est donc toi qui animais l'émission. Et aujourd'hui, c'est moi qui anime et qui ai le plaisir de t'interviewer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mais avec plaisir, ça fait un peu bizarre, effectivement, d'être dans la position de l'interviewer. C'est pas ma posture habituelle, mais c'est intéressant. Tu passes de l'autre côté du miroir. Carrément. Et donc, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et de prise de parole en public. Et donc, c'est un sujet forcément que tu connais bien. Et moi, ce qui m'a donné envie de t'inviter pour en parler, c'est le titre de ton spectacle. En fait, c'est ça que j'ai vu au tout début quand j'ai regardé ton profil sur les réseaux. Ton spectacle s'appelle « Oser la lumière ». Et moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est très beau, en fait, d'oser la lumière parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément. Et puis, c'est surtout qu'on a traversé tellement de moments sombres ces temps-ci. Et donc, parler de lumière, moi, ça m'inspire énormément. Et donc, avant qu'on creuse sur le sujet, je voudrais qu'on consacre juste quelques minutes à la promo. Comme ça, les gens vont t'écouter et puis s'ils sont inspirés, ils vont tout de suite pouvoir acheter les places. Alors, tu lances un spectacle. Parle-nous de ce spectacle. C'est où ? C'est quand ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe samedi soir à la Maison Montmartre qui se situe porte de Clignancourt à Paris. D'accord. Et c'est dans le cadre d'un événement un peu plus global autour des sciences cognitives et de la confiance en soi en règle générale. Donc, je fais ça avec Claire Stride, qui est coach justement en sciences cognitives, qui accompagne les profils neuroatypiques, qui est auteur également sur tous ces sujets-là. Ouais. Elle propose en fait une conférence là-dessus pour accompagner les gens pendant l'après-midi et le soir. Donc moi je fais sa première partie, donc j'ai un show de 45 minutes, à peu près 50 minutes, et elle ensuite propose son show à elle qui s'appelle « C'est décidé, je deviens moins con ». Et donc moi j'ai une première partie où effectivement je parle d'oser la lumière et où je raconte en réalité mon parcours d'enfant totalement insignifiant, pas du tout programmé pour être monté à Paris, pour faire de la télé, pour écrire des films, pour faire des podcasts et vivre toutes ces aventures passionnantes. Et je raconte un petit peu d'où je suis parti, où j'en suis maintenant, et je donne les petites clés. Je transmets ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, pour aider les gens qui soient en reconversion professionnelle, qui créent leur entreprise, qui veulent booster un petit peu leur vie, qui veulent enfin prendre leur existence en main. Je leur donne des petites clés pratiques. Pas de théorie, pas de blabla, pas de grands fantasmes. Moi, je suis dans le concret.
Donc, on sera samedi 24 février à partir de 20h, donc à la Maison Montmartre. Si on veut acheter des places, on va où ? Alors, sur Billets Réduc ou sur WizEvent, et vous tapez comme mot-clé Claire Stride, S-T-R-I-D-E, et vous tomberez sur le spectacle. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez toutes les informations. Place à l'interview. Yeah. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu es arrivée à cette accroche d'oser la lumière. Parce que j'ai bien senti qu'il y a un truc que tu as dépassé là-dedans. En fait, ça vient, on va faire un peu de psychanalyse de bas étage, mais ça vient de mon enfance. En fait, moi, je suis fils unique à la base. Et au fil de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte, j'ai appris à me connaître et à transformer cette solitude-là en créativité d'abord. Et donc, j'ai commencé à écrire des films, des courts-métrages, des moyens-métrages, etc. Et puis, je suis arrivé à la télévision où j'ai pu aller capter le regard, l'amour des gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureux dans tout ça n'était pas tant de me voir, moi, à la télévision ou d'accomplir des choses, mais de constater que je pouvais inspirer des gens qui disaient « Tiens, ce jeune-là, il a un parcours qui est intéressant. » Et en plus, il est sympa. Voilà, je me considère comme quelqu'un de sympa. Bah ouais, plutôt. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'ai toujours été dans cet univers du business, puisque j'ai commencé comme journaliste création d'entreprise. D'accord. Et dès le début, quand j'écrivais sur ces thématiques-là, ou quand j'étais à la télé pour parler de ça, tout le côté besoin en fonds de roulement, le financement, les business angels, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'adorais les thématiques qui touchaient au développement personnel. Comment est-ce qu'on y va ? Comment est-ce qu'on a confiance en soi ? Comment est-ce qu'on dépasse ses peurs ? J'étais toujours, et je demandais toujours à bosser sur tout ce qui touchait à l'intériorité. Toujours dans la même mouvance de mieux se comprendre et d'essayer de me nourrir aussi moi pour avancer encore plus loin. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué d'accompagner des dirigeants. Et un jour, on m'a demandé de former un dirigeant. Quand j'étais chez BFM Business, j'avais un grand patron qui venait sur le plateau et on m'a demandé de le coacher pendant 3 heures. Et puis là, je me suis révélé... un peu coach, il faut un agrément, donc c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas formateur. Et j'ai trouvé ça cool de pouvoir transmettre ce que j'avais appris. Et du coup, qu'est-ce qu'il a réussi à dépasser grâce à toi ? Alors, il était extrêmement fermé et il n'arrivait pas du tout à parler de façon sensitive et émotionnelle. Le problème des grands patrons, souvent, c'est qu'ils sont tellement... Surtout, je fais une différence entre les dirigeants et les créateurs. Il y a des dirigeants dont c'est le métier de diriger des entreprises, mais qui n'ont jamais créé d'entreprise eux-mêmes. Et ceux-là sont les plus compliqués, en fait, en réalité, à débloquer, parce que le créateur, lui, il a ça dans le bide. Il porte son projet depuis des années, et on lui pose n'importe quelle question, il va te rentrer dedans avec des arguments, avec sa passion et sa foi. Et les dirigeants, non. Ils sont habitués à dire les mêmes choses de la même manière, avec le même ton, qu'ils dirigent une boîte de fleurs, de voitures ou peu importe. Et donc, il était extrêmement fermé et tenu par des années et des années de « je dis la même chose avec le même ton ». Et donc, j'ai essayé d'aller le chercher, moi, sur l'émotion. C'est d'ailleurs là-dessus que je travaille avec tous les gens que je forme. Je vais travailler sur le sensitif et l'émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut plus communiquer comme on communiquait avant. Et quand on parle de soi, aujourd'hui, il faut aller parler avec le cœur, les émotions, les sensations, avec tout ce vocabulaire-là. Et donc, pour revenir à la question initiale de pourquoi oser la lumière, c'est parce que moi-même, en faisant ce chemin-là, en accompagnant ces gens-là, je leur ai permis modestement de les faire rayonner un petit peu plus. Mais moi, par contre, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Et je me suis élevé avec eux. Et à un moment donné, j'ai dit, là, je crois que j'ai accumulé assez de lumière pour pouvoir en faire un spectacle et pouvoir proposer
ma lumière, très Donc, modeste. La redistribuer après. Ouais, mais de façon très modeste, c'est-à-dire que je ne dis rien de plus que ce que je suis, et je ne viens avec rien de plus que ce que je suis, c'est-à-dire un enfant qui vient du sud de la France, qui est monté à Paris pour vivre son rêve de journaliste, avec ses traumas d'enfance, avec sa solitude, avec ses questionnements, et qui a juste réussi, mais j'ai encore beaucoup de chemin, et ce chemin-là va être toute ma vie de toute façon, à trouver des éléments de lumière que je peux partager à des gens qui sont en questionnement. D'où Oser la lumière et ce spectacle qui mêle donc... En fait, en gros, c'est une adaptation de mes formations à la prise de parole en public. C'est-à-dire que le contenu est quasiment le même, sauf que j'y mets tout ce que je suis. C'est-à-dire des extraits de films, des voix off, des imitations, des répliques de films. En fait, j'y mets tout mon univers artistique, tout ce que j'aime, et ça donne en fait quelque chose d'un peu bizarre qui n'est pas finalement un one-man show, ça n'est pas non plus une conférence, c'est entre les deux. Il y a du fond, mais il y a de la lumière, des effets spéciaux, de la vidéo, etc. etc. Ouais, donc on s'ennuie pas, quoi. En tout cas, j'essaye. Alors, tu me racontes que tu es né dans le sud de la France. Moi, je suis née à Lyon. Et je suis montée à Paris aussi, avec des lumières plein les yeux aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, en venant à Paris ? Alors, moi, je suis née à Antibes. Et j'ai vécu juste à côté à Villeneuve-Loubet pendant des années, village que j'adore et dans lequel j'aimerais bien vieillir. En fait, très tôt, je me suis rendu compte que les ambitions que j'avais, les rêves que j'avais n'étaient pas compatibles avec l'offre médiatique qu'on avait dans le Sud. Dans le Sud, il y a France 3 Régions, il y a Nice Matin. À l'époque, je parle de ça il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques radios locales, etc. Et en fait, j'avais pour moi des ambitions un peu plus... voilà, je ne dis pas que ceux qui travaillent là-bas sont moins bien ou quoi, mais pour moi, j'avais envie d'atteindre ça. Donc, je suis parti à Paris à 21 ans. Et j'ai terminé mes études de journaliste et j'ai commencé à travailler un peu dans les médias. Et il n'y avait rien de plus que... j'avais envie de dépasser ce côté un peu régional, entre guillemets, et de dire, je vais taper plus haut. Et puis, tant pis, même si j'arrive pas à taper plus haut, je reviendrai et puis je ferai ce qu'il faut. Mais voilà, j'avais ce rêve, cette ambition-là, et j'ai essayé de l'atteindre. Voilà. Tu es en train, en tout cas. Je suis en train. Le chemin n'est pas fini, évidemment. Vie, c'est le chemin d'une vie. C'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de oui et puis ensuite de non. C'est beaucoup de... Mais le fait est aussi que arriver à Paris m'a aidé également donc, à développer maintenant des podcasts, puisque je présente des 4 ou 5 podcasts sur la littérature, le cinéma, la philosophie, etc. Donc ça m'a ouvert là-dessus. Ça m'a ouvert sur les événements. Bien sûr. Ça m'a ouvert plein de choses. Mais il ne se passe pas un jour sans que je ne pense pas à rentrer. Je pense tous les jours, parce que le soleil à Paris, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus... c'est pas souvent, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'y pense souvent, mais ce que je fais ici est trop important dans mon chemin de vie, ou en tout cas dans ce que j'ai envie d'accomplir. En fait, c'est un autre genre de lumière que tu es venu chercher ici. Voilà, exactement. C'est pas la lumière du soleil ni de la Riviera. Exactement, c'est ça. Je suis venu essayer de m'accomplir, voilà, de savoir qui j'étais et surtout de savoir ce que je pouvais réaliser. Voilà. C'est ça finalement pour toi, oser la lumière, c'est oser s'accomplir. C'est ça. Parce que parfois on a des rêves qui sont quand même assez énormes. Ouais. Y a une phrase de Tony Parker, le basketteur, que j'aime beaucoup. Quand il est entré au Hall of Fame, qui est le panthéon des basketteurs, il a dit si personne ne se moque de vous quand vous leur racontez votre rêve, c'est que vous rêvez pas assez grand. Et j'ai trouvé ça incroyable. Effectivement, il faut avoir des rêves incroyables pour arriver. C'est un peu comme il faut viser la lune pour retomber dans les étoiles. Est-ce que tu le vois, le poster là ? Tu peux nous lire la phrase du poster ? L'univers enterre des joyaux à l'intérieur de chacun de nous et attend de voir ce qu'on en fera. Ouais, exactement. Elisabeth Gilbert. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Et en fait, pour moi, tout le spectacle, effectivement, est basé sur des techniques pour prendre la parole, mais c'est pas de la technique au sens strict. C'est voilà comment vous allez pouvoir faire porter votre voix. Voilà comment vous allez faire résonner vos ambitions. Voilà comment vous allez pouvoir enfin parler de ce qui vous anime au fond de vous.
Et c'est effectivement en prenant la parole, mais avec certaines techniques bien précises de gestion du stress, de jugement de l'autre, etc., etc. Donc pour moi, oui, c'est ça, oser la lumière, c'est juste assumer ce qu'on est et le révéler aux yeux du monde. Alors justement, très bonne transition, parce que ma question suivante, c'était justement, qu'est-ce que toi, t'as dépassé comme palier pour oser ta lumière et la vivre après? Et peut-être aussi, tu peux nous parler des paliers que tes clients ont dépassés. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme grande famille de paliers à dépasser qui nous bloquent tous? Alors, à titre personnel, le plus grand palier, ça a été d'assumer mon hypersensibilité. Ouais. J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle, puisque j'ai un petit slam au début en musique où je raconte mon histoire et où je parle de ça, et où je dis que pendant longtemps, je me suis senti totalement à côté de tout. À côté des gens, les gens mes potes qui étaient des rappeurs, ben moi je portais des chemises à fleurs, pendant que eux ils écoutaient Dr Dre, moi je regardais encore des Disney. Et en fait, je me suis toujours senti un petit peu à côté de tout le monde et j'avais jamais compris pourquoi, jusqu'à ce que je monte avec mes clients et que je commence à comprendre effectivement ce concept d'hypersensibilité. Je comprenais pas aussi pourquoi au cinéma j'étais le seul à pleurer devant un film, alors que tout le monde me disait mais pourquoi en fait t'es en train de pleurer comme un fou? J'ai dit oui mais moi ça m'émeut ce qui se passe, en fait, tu te rends pas compte. Et du coup, ce gros palier là. Même dans mon couple d'ailleurs à l'époque, ça avait de l'importance. Et un jour, je me suis dit en fait, ok, je comprends ce que je vis depuis 20 ans. C'est que je suis ce qu'on appelle hypersensible. Il y a cette phrase de Flaubert, je crois, qui dit je suis d'une sensibilité absurde, ce qui vous érafle m'écorche. Non, ce qui vous érafle me transperce. C'est un peu ça en fait. Ce qui va être totalement anodin pour beaucoup de gens, moi, va me tenir 2 jours et va me faire me sentir soit extrêmement heureux, soit au contraire très triste ou angoissé ou peu importe. Et donc ça, pour moi, en tout cas, ça a été ma révélation et c'est quelque chose maintenant que j'assume tout le temps. C'est-à-dire que partout où je vais, j'en parle clairement, j'en ai plus aucune honte et je dis aux gens, oui, sachez que quand vous me parlez, il y a des choses qui vont vous paraître totalement anodines, mais qui, moi, par contre, vont me faire soit du bien, soit du mal, mais sachez-le. Et donc, aujourd'hui, moi, ça a été ma vraie révélation, ma vraie lumière, de pouvoir assumer ça et d'en faire, du coup, de l'intégrer, en fait, dans mes chroniques, dans mes présentations. C'est-à-dire de mettre de l'émotion encore plus, parce que je la vivais, cette émotion. Sauf que je la taisais. Or, aujourd'hui, quand j'écris mes questions, quand je prépare mes chroniques, quand je narre mes podcasts, ou quand je suis en événement, etc., il y a toujours cette part émotionnelle que je mets dans mon travail. Et je l'assume à 100%. Et ça a été, moi, effectivement, ça. Et ce que j'ai constaté chez les gens que j'ai accompagnés souvent, c'est que tout tient à ça, en fait. Aux sensations, aux émotions, à tout ce qu'on tait depuis qu'on est enfant. Parce qu'on ne nous a pas appris. On a des parents des années 80 qui sont encore dans la génération où on ne parle pas de ses émotions, où on ne met pas de mots sur ce qu'on vit, où on encaisse sans rien dire, et où nous, les enfants, on est à côté, on se dit « mais attends, mais mes parents, ils n'ont pas l'air bien », mais personne ne dit rien. Donc bon, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. Et heureusement, il y a tout ce mouvement de développement personnel qui est arrivé depuis une vingtaine d'années et qui nous permet enfin d'admettre que oui, en fait, nous sommes des êtres faits d'émotions, de sensations, et que en fait, ces émotions-là nourrissent notre quotidien, et que en fait, plus on les assume, plus on est en phase avec elles, plus on les comprend, et mieux on est, et plus on peut avancer. Tout à fait. Voilà. Je pense même que ça sera bientôt une force qui sera recherchée. Oui. Parce que tout ce qui ne sera pas de l'ordre de l'émotionnel pourra potentiellement être fait par une machine, et par une intelligence artificielle. Ouais. Donc, tous les hypersensibles, je vous donne rendez-vous dans quelques années. On sera tous là, on est hypersensibles. Non, mais c'est évident. C'est évident, l'intelligence artificielle va faire tout ce qui est technique et basique et numérique. Et là où nous allons avoir notre petit truc en plus, c'est parce qu'on va pouvoir être des femmes et des hommes faits d'émotions et de sensations.
Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour des gens qui ont envie un peu de révéler cette lumière, parce qu'il y a oser la lumière. Donc une fois qu'on l'a intégrée, qu'on sait qu'elle est là et qu'on a voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent du coup la déployer et la montrer au monde? En fait, c'est faire, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, et j'en parle dans le spectacle, les gens me disent « Oui, mais moi, quand il faut que je parle de mon projet, j'ai pas confiance en moi. » Ok les gars, mais moi non plus, j'ai pas confiance en moi. Mais on peut pas avoir confiance en soi. Surtout, tu as forcément confiance en toi sur quelque chose. Moi, j'ai confiance quand je vais en télé, quand je fais mes podcasts, j'ai confiance en moi. Par contre, demain, tu me mets devant, je sais pas, un bout de bois à tronçonner, j'ai pas confiance. Mais on a forcément confiance en soi dans quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on acquiert de la confiance? C'est parce qu'on fait petit pas par petit pas. Si demain, je commence à tronçonner un petit bois, et puis un deuxième, et un troisième, et puis que quelqu'un me montre comment faire, peut-être qu'à la 4e ou 5e fois, je pourrais te dire, bien sûr, je te tronçonne ce bois sans aucun problème. La différence, c'est que je me suis pas arrêté à « Ah mais non, je sais pas faire, j'ai pas confiance en moi, donc j'y vais pas. » Non, j'ai fait petit pas par petit pas. Et donc, ce que je dis souvent aux gens, si vous n'arrivez pas à parler de votre concept, commencez tout simplement par des petites stories sur Insta. Juste vous mettez « Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais créer mon entreprise, ça s'appelle machin truc, ça parle de ça, je reviens vers vous, je vais vous en dire plus bientôt. » Premier petit pas. Premier petit pas d'une prise de parole en public, même si c'est pas au top, même si le regard est pas nickel, même si la voix est chevrotante, il y a quelque chose qui existe. Et à partir de ça, on en fait une deuxième. Et la deuxième sera forcément meilleure puisqu'on aura appris les leçons de la première. Bien sûr. Et etc., etc., etc. Et ensuite, à force de faire, on trouve la confiance en soi. Et ensuite, on déploie sa lumière puisque après, il n'y a plus qu'à. Donc moi, c'est ça que je dis, c'est en fait, ne pas s'arrêter. Souvent, les gens, malheureusement, ont ce truc-là de s'arrêter net aux présupposés qu'ils ont dans la tête. Voilà. Tout à fait. J'ai pas confiance en moi, donc je fais pas. J'ai peur, donc je fais pas. Ok les gars, on va pas rester là-dessus 100 ans. À un moment donné, on va un peu s'emmerder. On va s'emmerder beaucoup, et puis surtout, on va pas avancer dans sa vie. Et on va passer son temps à dire « Ah mais oui, mais moi j'ai plein d'idées. Ah mais oui, mais moi je veux faire ci. Ah mais moi je vais faire ça. » Ouais, mais frère, tu fais rien du tout en fait pour l'instant. Et donc il faut faire, il faut fabriquer, il faut se lancer petit pas par petit pas. Évitez évidemment tous les jugements. Le seul jugement qui compte, c'est celui que vous avez face à vous-même et à votre travail et à votre chemin de vie. On écoute évidemment les gens qui ont des compétences pour nous aider, mais par exemple, on ne demande pas à sa famille « Qu'est-ce que tu penses de ma story ?» ou ton fils à qui t'as enlevé la PS5 va dire « Ouais, maman, de toute façon, c'est nul ton truc. » Ton mari qui est en rogne, il va te dire « Ouais, franchement, c'était pas génial. » Et du coup, t'arrêtes tout parce que tu te dis « En fait, c'est nul. » Je dis toujours ça aux femmes, principalement, que je coach. Je leur dis surtout quand vous répétez vos prises de parole, vos pitchs entrepreneuriaux, ne les montrez surtout pas à vos familles. Ce sont des gens qui sont impliqués émotionnellement avec vous et qui n'auront pas le regard extérieur qu'on peut avoir. Et ils seront beaucoup plus durs avec vous et ils vont vous casser le moral. Donc faites-le avec des gens avec lesquels vous êtes dans votre formation, faites-le avec des gens que vous connaissez qui ont un regard qui n'est pas aussi impliqué, mais surtout, évitez-vous ça. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça de femmes effectivement qui m'ont dit oui, moi mon mari, chaque fois que je lui montre, il me défonce, il me dit que c'est pas bien et que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Et je dis mais il fait quoi ton mari? Ah ben moi mon mari il est fleuriste. Je dis n'importe quoi. Je dis mais quelle compétence il a pour te dire en fait que ce que tu es en train de faire c'est pas bien? Ah non mais rien, mais c'est mon mari. Mais on s'en fout en fait, c'est pas la question. Est-ce que ton mari c'est ta cible? Voilà, est-ce que ton mari c'est ta cible? Est-ce que lui est un bon orateur? Non, il te juge sur je suis ton mari et je te dis si c'est bien ou pas bien. Mais quelle légitimité! Donc voilà, petite parenthèse parce que c'est important. Moi, je vais livrer à nos auditeurs ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait une conférence en septembre et donc j'avais, je sais pas, une centaine de slides et je me suis dit qu'à la fin, il fallait quand même que je répète pour pas faire du one again en live. Et donc, ce que j'ai fait, et ça, vous pouvez tous et toutes le faire, j'ai répété ma conférence en cuisinant. Donc voilà, j'avais 2 heures à passer dans ma cuisine, j'ai pris mon ordinateur et j'ai passé mes slides en répétant mon speech. Et le lendemain, je la connaissais sur le bout des doigts. Et voilà,
C'est passé comme une lettre à la poste. On n'a pas besoin forcément de se mettre devant son miroir, parce que je sais que c'est un très bon exercice aussi de se mettre devant le miroir, mais on n'ose pas forcément le faire. Moi, je le fais. Je répète toujours sous la douche, par exemple. Pour moi, mon moment, qui est un peu un moment symbolique, la douche, puisque le matin, on se lave de la nuit, et le soir, parce que moi j'en prends 2, je sais c'est pas bien, écologie, tout ça, mais le soir, j'aime bien prendre une douche aussi pour me laver de la journée. Pour moi, c'est un moment qui est extrêmement symbolique, la douche, et qui prépare en fait, au reste de la journée ou à la nuit. Et ce moment-là, pour moi, est celui où, effectivement, où je fais comme toi, je répète mes textes, je teste des trucs, et quand je trouve une bonne accroche, paf, j'écris après derrière. Ces moments-là sont très importants. Donc voilà, listez-vous, faites-vous, répétez dans votre voiture, en cuisinant, en marchant, les moments qui vous inspirent le plus. Mais voilà, l'idée, c'est de s'entraîner. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme quand on va faire courir un marathon. On ne fait pas le marathon 20 km tout de suite. En fait, on s'entraîne. On fait différents exercices pour y arriver. Et c'est exactement pareil, en fait. C'est ça. Oser sa lumière, en fait, ça ne vient pas tout de suite comme ça. Ça vient progressivement. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas que cette lumière devienne une sorte d'objectif inatteignable. C'est-à-dire qu'il faut que chacun se dise « j'ai une lumière en moi ». Tout le monde a une lumière en soi. Il faut juste déjà l'intégrer, l'avoir en tête. Ça, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi, je suis rien, je sers à rien, j'ai rien fait d'extraordinaire ». Mais quelle horreur! Quelle horreur de penser ça de soi. Et donc, je leur dis « mais non, votre histoire, vos valeurs... il y a quelque chose à en faire. Si on est sur cette terre, c'est qu'on a forcément quelque chose à y faire. Évidemment. et donc, oui, la lumière, c'est d'abord d'intégrer qu'on en a une et ensuite d'accepter de la livrer aux autres. Hyper inspirant. Donc, voilà, tous les détails. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir Loïc en spectacle. Oui, effectivement. Ça promet d'être vraiment canon. En tout cas, j'essaye. Alors, on va passer à la troisième partie de cette émission. C'est les Holy Questions. Donc, c'est des questions que je pose à chacun de mes invités. Trop bien. Est-ce que tu es prêt ? Parce que il faut que vous sachiez, il n'a pas voulu préparer. Donc, moi, je me suis préparée de mon côté un petit peu. J'ai noté quelques trucs, mais Loïc, il n'a pas voulu préparer, donc il ne connaît pas les questions. Je donc, découvre vraiment, ça va être complètement spontané. Tout à fait. Alors, ça va être très en lien avec ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien ? C'est de savoir que quelqu'un qui m'aura regardé ou entendu aura appris quelque chose ou aura souri. C'est un peu comme ça que j'écris mes émissions. Si je parle de la télé principalement, quand j'écris mes chroniques ou quand j'écris mes émissions, j'ai 2 objectifs. Un, que les gens partent avec quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. D'où le fait que ça fait à peu près 15 ans que je suis spécialisé dans les chroniques ou les émissions qui éclairent le passé, les symboles, les expressions, les traditions, etc. J'aime bien en fait se éclairer, on revient à la lumière. J'aime beaucoup savoir que les gens vont me regarder et terminer en disant « Ah putain, j'ai appris un truc, c'est trop cool ». Et avec ça, dans le « j'ai appris un truc », que pendant qu'ils apprennent, ils aient la petite blague, la petite phrase qui les fasse sourire et qui termine le moment avec moi de façon positive et qu'ils aient passé un bon moment. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Bon, moi j'ai passé un très bon moment pendant l'émission. C'est gentil. Donc voilà, mission accomplie. Yes. Ta routine du matin pour passer une bonne journée, par quoi tu commences ? Comme beaucoup de gens, je me lève et je prends mon petit-déj. Mais j'ai une petite playlist de chansons qui me mettent vraiment de très très bonne humeur. Et donc en fait, je suis un peu cyclotimique sur ce truc-là. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je suis un peu en boucle. J'écoute à peu près toujours les mêmes chansons. Alors justement, est-ce que tu peux nous en donner une ? Parce que je vais la rajouter à la playlist Holywork qui est sur Deezer. Alors, j'ouvre mon Deezer et je vais te dire en ce moment ce que j'ai. Il y a une chanson là que j'ai découvert il y a pas longtemps de Ariana Grande qui s'appelle Yes and avec un point d'interrogation. Ouais. Et le son est juste oufissime pour se mettre en Yes and d'Ariana Grande. Tu t'écoutes ça, tu as envie de manger le monde. Et j'en ai une. Bon, j'en ai plein d'autres, mais. Il y a évidemment tout ce qui est les Rocky. Moi, je suis très très fan de la saga Rocky parce que, et d'ailleurs, j'en diffuse un extrait dans mon spectacle parce que je trouve que c'est une saga qui est extrêmement philosophique. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas qu'un film sur la boxe. C'est avant tout la vie
c'est la vie des hommes et des femmes qui est mise en film. Les hauts, les bas, la façon dont on émerge dans la vie, dont il faut se battre pour gagner. Et puis quand tu as gagné, en fait, c'est pas fini parce que tu dois continuer de gagner ou alors tu perds. Et quand tu perds, tu dois te relever et repartir au travail pour reconquérir. Et puis après, tu as la vie qui arrive, il y a sa femme qui meurt, il y a son fils qui lui dit « Mais oui, mais tu me fais de l'ombre et moi, j'arrive pas à émerger, etc. » Il y a tout dans cette saga. Tout à fait. Et donc, c'est... voilà, donc ça. Et puis alors, j'ai une chanson que j'adore qui s'appelle Crystal Dolphin de Englewood, E-N-G-E-L, Wood comme le wood. Et écoutez-la et vous allez voir que le matin, franchement, ça fout le smile. Voilà. Donc, génial, je vais les rajouter dans la playlist. Donc ma routine, c'est la musique et régulièrement, je m'écoute à peu près les mêmes chansons et ça me met de bonne humeur. Quelle est ta devise ? Est-ce que tu as une devise dans la vie ? J'ai pas de devise. Mince, ça, tu vois, j'aurais dû le préparer, par exemple. J'ai pas de devise particulière. Non, le Oser la lumière est plutôt le titre du spectacle. Maintenant, depuis que je l'ai trouvé, enfin, c'est pas non plus la trouvaille de l'année, hein, mais depuis que je l'utilise, en tout cas, ça t'habite. Ça m'habite bien. Et j'y repense très souvent, en fait. Quand des fois, moi-même, ma lumière s'éteint un peu, puisqu'elle s'éteint parfois chez tout le monde. Comme voilà. Du coup, j'y repense et je me dis, attends, oublie pas pourquoi tu fais tout ça. Super. Un livre qui t'a aidé dans ta carrière et que tu pourrais nous conseiller ? Alors, c'est pas bien, mais je lis pas beaucoup. Okay. Je suis plutôt je suis plutôt quelqu'un d'image, donc je regarde énormément de films puisque donc je disais je suis scénariste, mais j'écris des scénarios avec un ami d'enfance qui est réalisateur depuis qu'on a 14 ans. Ah ouais. Donc du coup, je suis plutôt un homme de lettres et d'image, mais j'avoue que je lis assez peu de livres sur le développement personnel mais il y a depuis que je fais des podcasts, je narre notamment un podcast qui s'appelle Le Meilleur Résumé. Ce sont des résumés audio des plus grandes œuvres françaises. Ouais. Et il y en a il y en a deux que j'ai vraiment aimé faire. C'était La peau de chagrin et le portrait de Dorian Gray. D'accord. Qui disent chacun des choses en fait sur ce que nous sommes et sur notre rapport au temps, sur le rapport à ce qu'on veut faire dans la vie. Dans La peau de chagrin, le personnage principal donc a cette peau, une peau de vache, c'est de l'âne ou de la vache, je sais plus, et puis il formule des vœux et puis à un moment donné il se retrouve avec plus rien. Et ça pose beaucoup de questions sur l'importance des choses, sur ce qu'on demande à l'univers, puisque cette peau de chagrin représente un petit peu les fantasmes de chacun. Et ça voilà, je trouve que ça parle bien. Et donc, j'ai pas vraiment de livre à recommander. Ah, si, c'est une bonne recommandation, ça, La peau de chagrin. Mais voilà, et puis le portrait de Dorian Gray, c'est sur le regard qu'on porte sur soi. Et ça me parle beaucoup, puisque évidemment, en tant que présentateur télé, on se voit. Voilà, je me vois tous les jours et au fil du temps, malheureusement, et c'est le cas pour tous les gens qui bossent en télé, on ne voit plus que ce qui va pas et je suis trop bouffi et là j'ai un bouton et là ma coupe elle va pas et malheureusement c'est ça pour les 95% des gens de télé. Et c'est très dur à vivre parce que c'est comme si, imaginez-vous, je sais que les gens chez eux doivent se dire il abuse, mais imaginez-vous on vous met un miroir en fait devant la figure toute la journée. À un moment donné, en fait, on est obligé de se regarder. Vous êtes obligé de vous regarder et puis et de chercher les défauts. C'est-à-dire que le cerveau, malheureusement, étant fait comme ça, on peut pas faire autrement. Donc voilà, je trouvais que ces deux livres me parlaient en tout cas. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou qui représente un peu un idéal ou quelqu'un que tu admires et qui te sert un peu de modèle ? J'en ai eu beaucoup. En fait, j'ai été très baignée. À l'âge de 11 ans, je me suis mis à faire des arts martiaux. Et comme à chaque fois que je fais quelque chose, j'y vais à fond. Cette année-là, je me suis rasé la tête. J'avais 11 ans. Je suis parti chez le coiffeur. Ma mère n'était pas là. Et je suis allé donc tout seul et je me suis rasé la tête à blanc. Et on m'appelait Petit Bouddha, du coup, à l'époque, parce que j'étais un petit peu rond. Et à partir... Ça, c'était juste pour l'anecdote, c'était pour rigoler. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder beaucoup de films sur les arts martiaux. Et il y a une philosophie très propre au karaté, au kung-fu, etc., qui m'a beaucoup inspiré dans l'exigence qu'on doit avoir
par rapport à soi-même quand on fait quelque chose. Quand Bien on sûr. apprend les arts martiaux, il y a notamment un film dont je me rappelle qui s'appelle American Shaolin. Les Shaolin m'ont beaucoup passionné pendant pas mal d'années. Donc, ces moines bouddhistes qui apprennent le kung-fu en Chine. Et c'est l'histoire d'un Américain qui veut rentrer dans ce temple Shaolin, alors qu'à l'époque, évidemment, la Chine et les États-Unis étaient en quasi-guerre. Et bon, au final, il arrive à rentrer et il apprend du grand maître tout un tas de préceptes sur la vie qui sont très intéressants, et notamment donc l'exigence avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut pour soi, en fait ? Jusqu'où on veut aller pour se révéler ? Ça, j'ai trouvé ça très inspirant dans mon chemin, puisqu'aujourd'hui, je garde cette exigence sur ce que je fais et pourquoi je le fais. Et puis, sur le rapport aux autres, sur le respect qu'on doit avoir aux autres, sur le regard qu'on pose aux autres et sur le regard qu'on pose face à ceux qui peuvent nous agresser ou nous vouloir du mal. Et quand on est jeune, quand on est ado, on peut avoir envie de penser qu'il faut répliquer. Allez, il y a quelqu'un qui nous attaque, on réplique. Et la philosophie des arts martiaux, chinoise, japonaise, elle n'est pas du tout celle-là. Elle est plutôt de la retenue, de savoir se taire lorsque monte la colère. Et je trouve que c'est intéressant parce que toute cette philosophie nous invite à d'abord travailler sur nous soi. Avant de rendre L'appareil, entre guillemets. l'appareil, mais surtout avant de rendre responsables les autres. Oui. Ça a été un grand truc que j'essaye de garder, c'est d'essayer d'arrêter de penser que ce sont les autres qui ont des problèmes, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela, et d'abord de me demander, ok, Qu'est-ce qui fait que, et comment moi, je peux d'abord changer. Comment est-ce que je peux être encore plus généreux ? Comment je peux être encore plus souriant ? Comment je peux être encore plus ouvert pour transformer le monde tel que j'aimerais qu'il le soit, et pas attendre des autres Bien sûr. qui changent. Et ça, cette philosophie des arts martiaux là-dessus m'a beaucoup inspiré. Bruce Lee, notamment, aussi, a eu des discours très intéressants. Très intéressant, les arts martiaux. Yes. Ça m'inspire, ça me donne encore une idée. Tu veux interviewer Bruce Lee ? Il est mort, hein. Voilà. Paix à son âme, le pauvre. On ne sait même pas de quoi il est mort. C'est vrai. Il y en a, ils disent le cancer, il y en a qui disent la mafia, d'autres de drogue. Ça doit être On un sait mélange pas. des trois. Oui, probablement. Alors, dernière question, avant le mot de la fin. Tu vas prendre les cartes qui sont là dans tes mains et en tirer une. Et on va voir ce que nous dit l'univers. Est-ce qu'il faut que je mélange ? Tu fais comme tu veux. Bon, je vais mélanger un petit peu. Et alors souvent, ce que je fais quand on me présente des cartes, c'est que je prends toujours celles qui sont les plus excentrées. En fait, je prends toujours celles qui sont cachées. Je trouve que c'est trop facile de prendre celles du milieu, les premières. J'essaye toujours d'aller chercher la petite qui est derrière, là, qui est cachée, qu'on ne voit pas. Comme toi quand tu étais petit. Exactement. Et c'est une très très belle analogie, c'est exactement ça. C'est d'aller révéler celles qu'on ne voit pas et de voir un petit peu ce qu'elles nous... Quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Voilà ce que me dit... Ça parle de lumière, l'abondance. C'est très beau. Ouais. Quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. L'abondance en tout, du coup. En tout. Ouais. Intéressant. Très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. La petite note de fin, c'est l'abondance. Ouais. Donc voilà, se relier à ça et se dire qu'il y a de l'abondance en soi, il y a de la lumière en soi. Et y aller, quoi. Ouais. Et puis surtout, ce que l'abondance me provoque, c'est la redistribution. Aussi. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir de l'abondance dans sa vie, me semble-t-il qu'il faut pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Tout à fait. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que j'essaye modestement de faire, même si je ne ressens pas d'abondance de lumière en moi, puisque je travaille moi-même sur cette lumière. Ah, si, quand même. Mais ce que j'ai en tout cas, je le redistribue avec grand plaisir et je tends à le redistribuer encore plus fort. C'est ce qu'on est en train de faire grâce à ce podcast, justement. Mais merci à toi. Alors, qu'est-ce que ça serait le mot de la fin pour toi ? Le mot de la fin, ce serait simplement de dire que il faut regarder vers le ciel, il faut regarder vers le soleil, et il faut se dire qu'on a tous un destin, on a tous quelque chose à accomplir dans cette vie, peu importe aussi insignifiant qu'on pense qu'on est, comme je l'étais, où je pensais que j'étais inodore, incolore, invisible. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, non, je vaux probablement mieux que ça et je vais aller chercher ce que... Et ce qui est drôle, c'est que tout ce que j'avais prévu ne s'est pas réalisé. Je vis depuis 20 ans dans ma carrière
plein de choses que je n'avais même pas imaginées. Ouais. Et je suis très loin du rêve de base. Mon rêve de base, c'était d'être présentateur du JT de 20h. Et j'en suis très très loin. Et heureusement, parce que je me suis rendu compte sur le chemin qu'en fait l'information ne me plaisait pas du tout, que j'étais plutôt quelqu'un qui préférait la culture, les magazines, les chroniques, etc. Et donc, ma grand-mère me disait toujours, il faut aller là où le vent te porte. Et il y en a, je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour ça, mais je l'ai toujours dans un coin de la tête parce que quand une opportunité arrive et que je l'avais pas du tout imaginée, Faut pas dire non. je dis pas non, je dis va, je me rappelle va où le vent te porte et que si le vent m'amène à ça, ben c'est peut-être que j'ai un truc à vivre là-dedans, même si ça dure 1 an, même si ça dure 2 ans. On n'est pas obligé de vivre des aventures sur une vie. On peut vivre des micro-aventures qui nous apportent quelque chose. Et donc, j'ai toujours ça en tête qui me trotte dans la tête. Va où le vent te porte. Et donc, j'essaye de sentir le vent. J'essaye de l'écouter. Et c'est pas facile parce que le monde dans lequel on vit nous impose un peu de pas écouter les signes, de pas écouter l'univers, de pas écouter ce qu'on ressent. On est trop dans le quotidien, dans le concret. Donc je me force et j'invite les gens qui nous écoutent à faire de même, à juste à un moment donné regarder le ciel, regarder le soleil, regarder la nature qui est toujours très inspirante pour ça, et d'écouter le vent. D'écouter le vent, d'écouter l'univers, de regarder les signes et de ne pas avoir peur de quitter quelque chose pour aller vers un inconnu. Parce que souvent, quand la vie nous pousse, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, il vaut mieux pas résister et partir avec le vent et aller vers de nouveaux horizons. Va où le vent te porte. Ouais. Et je terminerai par vous inviter à regarder le film de Mary Poppins. Ah. Parce que quand le vent est à l'est, c'est que Mary Poppins arrive. Non mais là tu vois, c'est drôle la synchronicité. Mary Poppins est mon film préféré de Disney parce qu'il est incroyablement philosophique aussi. C'est vrai. Et on pourrait se faire une émission sur Mary Poppins. Ah mais avec grand plaisir. Ça serait sympa. Avec un immense plaisir. Mary Poppins, ça m'a beaucoup inspirée. Ouais. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Loïc. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. Aujourd'hui, c'était vraiment en top inspiration. Là. Il y a plein de choses, plein de pépites à reprendre de tout ça. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore s'il sera solo ou avec un invité. Vu la date, je pense que j'aurai un invité qui sera passionnant aussi. Vous allez voir. Et puis voilà, n'hésitez pas à noter cet épisode, le podcast, envoyez-moi des commentaires, mettez des commentaires sur Apple Podcast, c'est hyper important pour le ranking du podcast, pour qu'il continue à vivre et à prospérer dans l'abondance justement. Et voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye, au revoir Loïc. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!